Bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Geoffroy, professeur en sociologie ici au Cégep Édouard-Montpetit et aussi directeur du SOFIR. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire quelque chose qui, pour moi, est assez relaxant, de faire juste l'animation et de faire parler quelqu'un d'autre. D'animer, c'est mon petit entretien et de recevoir quelqu'un qui... En fait, la base des Mon Petit Entretien, c'est de parler d'un livre, un livre qui a été fait. Et c'est quand même un peu flippant pour moi aujourd'hui parce que je dois parler d'un livre qui porte sur une personne que j'admire beaucoup, le sociologue Guy Rocher, mais qui est écrit par un auteur que j'admire beaucoup, le journaliste Pierre Duchesne. Donc, c'est un double... c'est lourd à porter et je remercie Jacques de m'avoir invité à le faire. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais bon. Mais donc, on va aujourd'hui parler de la carrière de Guy Rocher. Mais j'aimerais vous souligner une chose très importante, c'est que le livre de Pierre Duchesne, Voir, juger, agir, c'est le tome 1. Parce qu'il aime... Je pense que c'est un peu... qualité d'auteur, ça, de dire on va faire ça en plusieurs tomes pour donner comme un cliffhanger qu'on appelle. Hein. On a ça dans les séries maintenant. Alors, on commence à voir ce modèle-là appliqué peut-être au livre parce que la biographie de Jacques Parizeau que vous avez fait il y a quelques années était en 3 tomes. Hein. C'est une somme de travail considérable. Et celle-ci, je pense, va être en 2 tomes peut-être. Oui, probablement. C'est toujours le contenu, c'est la vie, c'est jusqu'où m'amène la recherche. Et normalement, moi, quand j'avais débuté avec M. Parizeau, c'était un livre. Vous voyez, il y en a eu 3. Avec M. Rocher, je prévoyais 1 également. Il y en a eu 2 parce que j'ai exploré beaucoup, dans ce cas-ci, son adolescence. Oui. Un garçon qui est tout près de votre âge, qui a fait face à des défis importants. Alors là, probablement 2, mais on verra. Mais donc... la partie de la vie de Guy Rocher, il faut le dire, qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la partie de 1924 à 1963. Donc, la partie de ses années de formation et ses premiers pas, peut-être, en tant que professeur et universitaire et sociologue. Mais dans la majorité du temps qu'on va regarder aujourd'hui, M. Rocher n'est pas sociologue encore. Il découvre un peu une vocation. Et donc, c'est pour ça que je vais demander à la fin, il y en a qui vont peut-être brûler de poser des questions sur la période après 1963. Mais on va aujourd'hui explorer donc une période de la vie de Guy Rocher de 1924 à 1963. Puis je pense que c'est important de faire justement un seul tome là-dessus parce qu'on découvre beaucoup de choses en lisant ça qu'on ne connaît pas. On connaît plus finalement la partie après de la vie de Guy Rocher. C'est formateur. On comprend l'évolution de la pensée du jeune homme. En fait. Mais plus que ça, l'évolution du Québec qu'on comprend à travers ça. Donc on va s'arrêter sur cette période-là aujourd'hui. Et je voulais juste signaler avant qu'on commence, donc, que Mon Petit Entretien, à la fin, on va faire tirer 3 livres pour des chanceux qui sont dans la salle, qui ont des coupons. Et pour ceux qui ne gagneront pas, mais voudraient quand même acheter le livre, vous avez des coupons rabais sur les chaises qui vous donnent un rabais de 25 % à la coop si vous voulez acheter le livre. Alors voilà pour l'aspect marketing. Alors maintenant, cette vie de Guy Rocher, je voulais juste... Vous voyez, je fais déjà ça tout croche. Je commence en parlant de Guy Rocher, puis je n'ai même pas présenté l'auteur. Donc, Pierre Duchesne, qui a quand même eu une carrière pas mal non plus, qui a été pendant 25 ans journaliste à Radio-Canada, qui a quitté le journalisme pour aller en politique, s'est présenté dans le comté de Bordua, tout près, pour le Parti québécois, qui est le comté maintenant de notre ami Simon Jolin Barrette. Tout à fait. Un ancien étudiant du Cégep Édouard-Montpetit. Qui est devenu, par la suite, pendant 18 mois, ministre de l'Éducation, ce qui n'est pas une mince affaire, et qui, depuis ce temps, se spécialise un peu dans la biographie. C'est sa 2e, je pense. Oui. Avant qu'on parle du livre et de Guy Rocher en tant que tel, je voulais vous poser la question, peut-être à l'ex-ministre, l'ex-journaliste, tout ça. Est-ce que le fait de faire des biographies en plusieurs tomes comme ça, est-ce que c'est une réaction un peu
à votre carrière journalistique où vous aviez fait des très petits topos. Autrement dit, bon, je ne veux pas dire en fin de carrière, mais je veux dire en plus avancé, vous vous donnez le luxe de creuser vos sujets encore plus qu'auparavant. C'est ça, mais c'est arrivé bien avant la fin de ma carrière, en fait, parce que le travail de la biographie de Jacques Parizeau, j'étais au cœur de ma carrière de journaliste, en fait. Parce que moi, dans mes 25 ans de journaliste, j'ai fait la moitié à la radio et l'autre moitié à la télévision. J'étais encore à la radio. Et c'était après le deuxième référendum de 1995. J'avais fait pour la radio, je travaillais à un magazine économique, un long reportage sur Jacques Parizeau. Et quelqu'un m'a dit, « Pierre, il me semble que tu as fait une bonne recherche, tu as des éléments pour faire un petit bouquin. » Et là, ben, ça m'a tourné dans la tête parce que journaliste radio, écrire, c'est autre chose. Et finalement, je me suis mis à écrire. Mais pourquoi j'ai écrit? Parce que même si j'étais dans une émission hebdomadaire, c'était pas les nouvelles, donc j'avais 5 jours pour préparer des reportages ou des entrevues qui allaient de 10 à 12 minutes, quelquefois 15 minutes. Donc, j'étais gâté, j'avais le temps et je faisais des longs documents. Je considérais que je ne pouvais jamais aller en profondeur. Et j'ai décidé de me lancer dans une biographie parce que c'est comme si vous rentrez dans un château, le hall d'entrée est déjà grand, vous explorez, vous rentrez dans la salle à dîner, il y a une grande pièce, puis vous apercevez que derrière, il y a des portes et des portes et des portes. C'est ça la vie de quelqu'un et la biographie permet de faire une enquête complète. Et pour moi, la biographie, c'est un prétexte aussi pour essayer de comprendre notre société, en suivant un individu, hein, comme si on mettait une petite caméra sur l'épaule d'un individu qui grandit, et on le laisse aller. Et on voit à travers lui ce qu'il rencontre, ben, c'est ce que la société québécoise, dans ce cas-ci, vit. Alors moi, déjà, je considérais que mon métier était un peu frustrant, m'amenait à... Et puis, la biographie, selon moi, est encore plus utile. Bon, vous êtes la génération de, plus que jamais, de l'accès facile au bout du téléphone. Souvent, c'est un paragraphe qu'on lit et tout. Donc, il y a une habitude, des fois, de surfer. Hein. L'expression est bien... Je trouve que c'est une belle image. On surfe sur le sommet de la vague plutôt qu'aller dans les profondeurs de la mer, aller voir ce qui s'y trouve. Alors, moi, je pense que la biographie, plus que... Elle était pertinente quand j'ai travaillé à la fin des années 90, mais elle l'est encore plus parce qu'elle permet à celle ou celui qui lit l'ouvrage, qui prend le temps de lire à son rythme, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis pour moi, un individu nous permet souvent, c'est mon approche biographique, par un homme, une femme, on va comprendre souvent l'ensemble de la société. Merci, M. Duchesne. Parlons maintenant de Guy Rocher, puisque c'est de Guy Rocher dont on veut parler, de cette biographie aujourd'hui. Cette biographie, moi, je l'ai trouvée, je l'ai lue jusqu'à tard hier soir, et d'autant plus que je commençais à reconnaître... Vous n'êtes pas endormi dessus, là? Non, pas du tout. Je reconnaissais d'autant plus des personnages vers la fin, parce que ça commençait à être mon époque que j'ai connue. Oui. Et... c'est une biographie qui est fascinante parce que, à travers la vie de Guy Rocher, dans le fond, on voit les développements du Québec. On voit d'où on est parti. Et quand on lit, le sentiment qui me venait en lisant cette biographie-là, c'était vraiment que je ne suis pas né, moi qui est né en 1966, fin des années, je ne suis pas né dans ce monde-là. Alors, le monde où naît Guy Rocher, le Québec où naît Guy Rocher en 1924 est un Québec profondément religieux, catholique. Et aujourd'hui, quand on parle de pays comme l'Iran, hein, qui est islamique, qui est comme une république islamique, ou des pays souvent... On va souvent penser à l'islam quand on va parler des pays profondément religieux. Mais on ne se rend pas compte, surtout nos jeunes étudiants, ne se rendent pas compte à quel point le Québec a déjà été une société aussi prise sous une espèce de chape de plomb religieuse qui était l'Église catholique. Et donc, Guy Rocher naît dans ce contexte-là. Et on peut lire dans votre biographie, je ne vais pas résumer votre biographie, je vais vous laisser le faire, mais pour mettre un peu la table, Guy Rocher, la question que je me posais, qui n'était pas claire et qui revenait souvent, son père est ingénieur, mais il va mourir très jeune. Mais est-ce que, parce que ça revient après, il va pendant de longues années être aux jeunesses étudiantes catholiques, mais il travaille bénévolement. Et ça, d'ailleurs, ça préoccupe beaucoup sa mère. Mais est-ce que la famille Rocher, le père, est-ce qu'ils étaient en moyen? Parce que c'est pas nécessairement abordé dans le livre.
Surtout pour les... Parce qu'on se demande, quand on lit le livre, finalement, puis ça va être ma première question, quand Guy Rocher va aller au collège classique et puis va aller ensuite aux jeunesses étudiantes catholiques, c'est qui le finance, finalement? Ouais. Est-ce que c'est sa mère ou... Bien, il fait du bénévolat et il reste chez sa mère très longtemps. Mais il faut que vous compreniez que pour saisir Guy Rocher, c'est d'abord un drame dans sa vie. À l'âge de 8 ans, son père meurt. Son père n'a que 39 ans. Sa mère est veuve à 32 ans, vous imaginez? Bon. Et il y a un petit frère. Et pour lui, c'est un drame, on peut aisément le comprendre, tous et chacun qui s'imagine être dans cette situation-là. Et là, en fait, il me dit même, on a perdu notre père, mon frère et moi, mais j'ai l'impression que pendant un temps, on a même perdu notre mère aussi. Parce que la mère est tombée dans une profonde, on pourrait appeler ça aujourd'hui une dépression. Hein? Elle portait le deuil. À l'époque, la tradition, c'est que quand vous aviez quelqu'un de très près de votre famille qui décédait, il fallait porter le deuil, donc on s'habillait en noir pendant des mois. Il disait qu'il n'y avait plus de musique dans la maison, on recevait plus d'invités. Alors c'était lourd pour ce jeune garçon, hein, où on est à l'âge, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, de s'amuser. Et la mère a fait une espèce de dépression. Donc, ils ont déménagé, ils étaient en banlieue de Montréal, à Saint-Lambert, pas très loin d'ici. Ils ont déménagé à Montréal et la mère a envoyé dans un pensionnat ses 2 petits garçons. Et elle était allée habiter, non pas dans un appartement, mais dans une chambre. Hein, il y avait des maisons de chambre, parce que ne se sentait plus capable non plus de gérer un appartement ou quoi que ce soit. Donc, une espèce de dépression. Et pendant 1 an, 2 ans, les petits garçons sont des pensionnaires. Et même la fin de semaine, ne peuvent pas vraiment aller voir la mère parce qu'elle est dans une maison de chambre, ne peut pas les accueillir. Donc, ils passent quelques heures le dimanche. Elle ne peut pas les recevoir à manger. C'est une chambre, donc quelquefois, on va chez les grands-parents. Alors, ça a été très dur, cette période-là. Et le pensionnat, il a trouvé ça difficile parce que les sœurs étaient très excessives, en tout cas à son point de vue, sur la discipline. Et il va arriver à un moment donné, et là, ça nous aide à comprendre le système d'éducation de l'époque. Hein, les cégeps dans lesquels vous êtes, ça n'existe pas. Il y a une école primaire publique. D'ailleurs, l'ensemble des Québécois de l'époque finissent leur primaire, puis ils s'en vont travailler, hein, très peu. Et il n'y a pas d'école secondaire publique. Il y a ce qu'on appelle le cours classique. D'ailleurs, le plus vieux bâtiment ici en était un. Hein. Il y avait un collège catholique. Alors, c'est l'Église catholique qui offrait l'équivalent de l'école secondaire, donc une école privée, catholique, payante. Et c'était le seul chemin pour se rendre à l'université. Donc, ce n'était pas un chemin facile. Et comment se faisait le recrutement? Bien sûr, c'était des gens plus aisés qui pouvaient aller dans les cours classiques, mais il y avait aussi quand même des enfants d'agriculteurs et tout ça qui pouvaient être choisis. Et le recrutement se faisait souvent par des frères qui, pendant l'été, dans les camps d'été, se promenaient puis repéraient des garçons. Je dis attention garçons, parce que le cours classique était essentiellement réservé aux jeunes garçons. Il y a eu quelques collèges pour les jeunes filles, mais ils n'étaient pas subventionnés de la même façon. L'État aidait un petit peu. L'Église ne mettait pas les mêmes moyens. Et ça va vous faire rire un peu aujourd'hui. Les cours de sciences, on n'en donnait pas vraiment dans les cours, les collèges pour les jeunes filles, parce qu'on se disait tout ce qu'elles vont faire, c'est faire la nourriture à la maison, peut-être, si elles travaillent, être assistante, c'est ça, on appelait ça peut-être infirmière. On appelait ça les arts ménagers. Oui, et si on est chanceux, on va être professeur, on va aller à l'école normale, qui était l'école spécialisée pour l'enseignement. Mais les cours de sciences, par exemple, le cours de chimie, c'est un cours de chimie alimentaire, hein, pour comprendre comment les aliments se modifient lorsqu'on fait des recettes. Ça vous donne une idée un peu de l'espace très restreint qu'on donnait aux jeunes filles pour l'éducation. Alors, Guy Rocher est repéré par ses frères, 2 frères, alors qu'il était pendant l'été au Mont-Tremblant, dans un hôtel, une espèce de petit camp d'été avec sa mère veuve et son frère. Et le frère remarque que le jeune garçon, qui a 11 ans, 12 ans, est assistant de messe et déjà, il récite le latin, parce qu'à l'époque, la messe est en latin. Alors, il est surpris et il voit bien qu'il a des qualités, que le petit garçon est intelligent. Donc, il dit à sa mère, « Votre garçon est prêt à venir au cours classique. » La mère résiste un peu, n'est pas certaine. Peut-être qu'elle craint aussi, parce que dans les cours classiques, il faut vous dire que comme c'était une école catholique, les pères espéraient que beaucoup deviennent des prêtres. Hein? C'était une façon indirecte de faire du recrutement aussi. Alors, peut-être que la mère craignait ça d'un côté parce qu'elle ne souhaitait pas que son fils, soit en tout cas son plus vieux, devienne un prêtre. Finalement, il est recruté.
Pour lui, c'est une grande joie. Le cours classique, le collège classique est une ouverture sur un monde. Parce que chez les sœurs, il y a de la difficulté. Il n'y a pas de difficulté dans les cours. Ils performent très bien, mais ils trouvent que le milieu est un peu trop sévère. Sa mère est loin. Je vous rappelle, le père est décédé il n'y a pas longtemps. C'est un climat lourd. Et il cherche un modèle de paternité. Il cherche un père de remplacement. Il a besoin de ça. Alors évidemment, en se retrouvant au cours classique, il est entouré de pères au pluriel. Hein? Les pères qui sont des prêtres, qui sont des enseignants. Il est pris en charge. Et pour lui, donc, ça comble psychologiquement une absence. Et c'est un milieu qu'il aime beaucoup. Et il va faire ça au Collège de l'Assomption, où son père avait déjà été, et en 1935, il rentre au Collège de l'Assomption, et un siècle plus tôt, son arrière-grand-père maternel rentrait au Collège de l'Assomption en 1835. Et son grand-père paternel et maternel sont allés, ses arrière-grands-pères paternels et maternels sont allés au Collège d'Assomption, ainsi que son grand-père. Donc, il a l'impression qu'il retourne un peu dans la famille, hein, le père qui est décédé et tout. Alors, ça va l'envelopper. Alors, lui, ses premières années au cours classique, c'est pas, bien que s'il y a des pères, qu'on se lève à, je pense qu'on se lève à 5h20 le matin, hein, c'est tous des pensionnaires. Il y a la messe, puis ensuite, il y a les cours. On récite le chapelet le soir. On a des cours jusqu'au samedi. Le samedi, il y a 2 messes. Hein? Messe le matin, je pense, vers 7 heures, puis une messe à 10 heures et tout. Alors, vous voyez un peu le cadre. C'est entouré d'une spiritualité très, très orientée, en tout cas. Mais il vit bien avec ça, pour les raisons que je vous ai expliquées. Mais vous nous avez dit que c'était pas gratuit, ça. Non. Alors, comment une veuve, qui à l'époque, quand même, c'était pas évident pour une femme d'être une veuve, parce qu'entre guillemets, les femmes se faisaient vivre par leur mari. Oui. Comment une veuve... qui va payer? Parce que c'est pour ça que je vous pose la question, parce que ça, je l'ai pas vu dans le livre. Oui. Qui va payer pour ça? Il y a 2 choses. Premièrement, il y a une bourse. Il y avait un prêtre de Berthierville qui, quand il est mort, avait un peu d'argent, puis a créé un programme, puis il dit, tous les enfants, les jeunes garçons de Berthier qui veulent aller au Collège d'Assomption, il y a un fonds, là, puis ils pourront avoir une bourse. Alors, quand la mère inscrit son garçon, le père regarde, dit « Ah, Berthierville, il y a une petite bourse. » Alors, vous voyez qu'il y avait quand même de l'aide adaptée à des enfants qui avaient peut-être peu de moyens. Parce qu'il va remarquer qu'il y a des enfants d'agriculteurs assez démunis. Les parents ont fait des efforts, mais il y a une aide aussi en partie de l'Église. Ensuite, son père, il travaillait pour le ministère de la Voirie. Hein, l'ancêtre du ministère des Transports. Et il commençait à y avoir des voitures, on n'était plus en chevaux, donc on bâtissait des routes plus solides. Et son père disait à son fils, tu vas voir un jour, il va y avoir des voitures partout. Et donc, il faut bâtir des routes. Donc, c'était un jeune ingénieur qui avait suivi sa formation à Polytechnique. Donc, il y avait une pension du gouvernement. Donc, quand il est mort, il y avait une pension. Et en plus, lui avait pris une police d'assurance. Donc, monétairement, la famille était quand même pas si mal. Et ils venaient, eux, d'une famille bourgeoise, du côté des parents, des grands-parents. Il y avait donc certains moyens. Donc, il n'y a pas eu... Son problème n'a pas été financier. Son problème a vraiment été émotif, carence, absence du père, une mère pendant un temps qui était absent, qui s'est ressaisie par la suite. Parce qu'elle est allée au Collège d'Assomption, elle s'est relevée et ensuite elle a été très près de ses enfants. Mais comme dirait mon ancien professeur Marcel Rioux, je voulais juste vous faire dire qu'il était bourgeois. Oui. Qu'il venait d'une famille bourgeoise. Bon, on verra ça plus tard pour Marcel Rioux, mais... son père ne voulait pas qu'il aille au collège classique, il voulait qu'il fasse comme lui, qu'il devienne soit un ingénieur, parce que pour lui, le collège classique, c'était du pelletage de nuages. Là, ça, c'est important que vous compreniez ça, parce que souvent, on dépeint le passé en noir et en blanc. Hein? Puis bon, voilà, c'est comme ça. La domination de l'Église catholique comme une institution, elle se comporte comme une institution, avec ses règles, ses organisations, son administration. C'est la même chose qu'un gouvernement, mais c'est une Église. Et elle est partout. Il y a un gouvernement, il y a un régime politique, bien sûr, qui existe, mais ne s'occupe pas de former les enfants. C'est des écoles, sauf le primaire, donc c'est des écoles catholiques. Soignent pas les gens. Les hôpitaux, c'est les sœurs, et puis c'est des communautés religieuses. Donc, vous voyez que l'Église catholique et puis toute la question morale et religion, parce qu'à l'époque, vous donniez votre nom, puis on savait que vous étiez de quelle religion. Quand vous donniez un nom francophone, vous étiez catholique. Puis au Canada, quand vous donniez un nom anglophone, vous étiez protestant. Ça définissait votre identité, hein? Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était clair pour tout le monde. Et donc, il y a des débats
même s'il y a une Église dominante, il y a des camps, il y a des clans, il y a des groupes dans l'Église. Il y a des progressistes, il y a des conservateurs, il y a des gens qui aiment le statu quo. Et il y a les frères. Les frères enseignants, eux, c'est pas comme les pères. Ils n'ont pas le droit de présider la messe et tout, mais ils font partie de communautés religieuses. On les appelle les frères. Ben, les frères, ils enseignent beaucoup à l'école primaire. Et les frères, eux, ont une perception où ils disent... Il me semble que le cours classique donné par les pères, les prêtres, qui snobent un peu les frères, parce que dans la hiérarchie de l'Église, vous voyez que ce n'est pas les mêmes gens. Les frères disent, ouais, il me semble que les pères, ils insistent beaucoup pour former des prêtres, ou des notaires, ou des médecins. Bon, on va toujours avoir un peu le même groupe. On va limiter les professions à deux, trois segments. Alors que les frères, beaucoup en tout cas, disait il faut des écoles techniques. Et il faut de la formation technique. Il faut qu'on ait aussi des gens qui puissent devenir des techniciens, des gens qui, pas juste des notaires, des avocats, puis des prêtres, qu'on ait des gens qui soient plus près de l'économie. Alors, eux encourageaient, par exemple, des écoles techniques et, bien sûr, d'amener des étudiants à être des ingénieurs, d'aller à la Polytechnique qui est créée à ce moment-là. Et son père dit au petit garçon, avant qu'il meure, il a une très, très bonne mémoire, Guy Rocher, des quelques échanges qu'il a eu avec son père. Son père dit « Ah, le cours classique, moi, je n'ai pas été là. » Lui, il a fait une école technique après l'école secondaire, puis je ne crois pas à ça, alors que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les grands-parents, la famille traditionnellement bourgeoise de Guy Rocher, croyaient au cours classique. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'avocats qui avaient été formés de cette façon-là. Donc, il y a une chicane entre les frères et les pères. D'ailleurs, les frères, dès le début du siècle, 1910-1920, disaient « il faut mettre fin au monopole du cours classique. Il faudrait qu'il y ait une école secondaire publique à côté qui permette de donner une formation, un deuxième chemin pour se rendre à l'université pour ceux et celles, à l'époque on disait ceux, qui se rendent à l'université. » Et l'Église disait non. On voulait maintenir les cours classiques. Alors, il y a ce débat-là qui se fait, mais il faut être conscient qu'il se fait dans la société québécoise. Alors, Guy Rocher va aller contre son père et va choisir, de toute façon, parce que son père n'est plus là, il est décédé, ça va lui permettre de faire un petit peu à sa tête et d'aller au cours classique. Ce cours classique-là, bon, quand on parle à des gens qui l'ont suivi à cette époque-là, il est beaucoup mythifié. Hein? On nous dit beaucoup que c'est supérieur à l'éducation qu'on reçoit aujourd'hui, que dans ce temps-là, on savait écrire, on savait parler. Mais quand on se met à regarder, peut-être, puis c'est ça que j'aimerais qu'on fasse un peu plus près, les contenus de ce cours-là, parce que c'est quoi qu'il y avait là-dedans? En lisant votre livre, on voit un petit peu, mais il y avait beaucoup de religion. Il y avait un petit peu de philosophie, je pense aussi, et puis du latin. Écoutez, le cours classique, c'est vraiment c'est une institution bâtie par les Jésuites, le Ratio Studiorum, d'un terme latin, vers 1598, quelque chose comme ça. En fait, le premier collège cours classique, c'était en 1600 à La Flèche en France. Et on a dessiné, des gens, des pères, des jésuites ont dessiné un cours sur 8 ans. L'objectif étant de former une élite. Et bien sûr, former des prêtres, mais une élite. Et avec une formation bien étudiée. Alors, 8 ans. Les plus vieux, il y en a de moins en moins qui sont vivants, qui ont fait le cours classique, vont vous raconter... alors, première année, il y a un nom pour chaque année. Élément latin, première année. Syntaxe, deuxième année. Méthode, vérification, belles lettres. En belles lettres, en cinquième année, on parle d'année d'équivalent, si vous voulez, de secondaire, là, bien que... en belles lettres, ça va être beaucoup la littérature et tout ça. En sixième année, rhétorique, c'est comment... être capable de parler, de tenir une posture argumentaire, faire des discours, parler devant les gens et tout. Puis vous avez les 2 dernières années, 7 et 8e année, philo 1, philo 2. Maintenant, la philosophie est beaucoup une philosophie, vous vous en doutez, catholique. Hein? Saint Thomas d'Aquin est le principal philosophe étudié. Et Guy Rocher me raconte qu'entre autres, philo 1, philo 2, il trouve ça un peu plate parce qu'on se sert d'un philosophe réel, qui est Saint Thomas d'Aquin, mais l'Église lui a comme mis une étiquette sur le dos en disant « Vous êtes le porteur de nos enseignements ». Donc, on a comme fait une doctrine, si vous voulez, de la pensée de saint Thomas d'Aquin,
Alors que... on lui fait dire des choses. On lui fait dire, voici ce que l'Église dit, dit pas, alors que saint Thomas d'Aquin, c'est un philosophe, il allait un peu plus large. Et d'ailleurs, un des pères, quand il va voir que Guy Rocher trouve ça un peu court, disons, un peu mécanique, la façon dont c'est enseigné, le père va lui dire, écoute, je vais te donner la somme de saint Thomas d'Aquin. C'est plusieurs livres, lis-en quelques-uns, lis-le, lis pas ce qu'on nous dit de dire dans les cours, lis le texte d'origine, tu vas voir que c'est intéressant. Et jeune garçon qui aimait lire me dit, là, je découvre que c'est vraiment un philosophe, c'est-à-dire qu'il fait part des positions adverses à la sienne, il amène une réponse, c'est un discours, c'est discursif, on oppose des opinions. Il dit ça, je trouvais ça intéressant. Il y avait vraiment une démarche intellectuelle ouverte, alors qu'on ne l'enseignait pas comme ça. Alors, les 8 années, lui, il a bien aimé ça, il a vu les faiblesses. Certains profs étaient mal formés et d'autres. Mais si on peut résumer ça, les 8 ans, c'est 3 ans de grammaire, enseignement des langues anciennes, très important, le latin et le grec. Alors, on traduit, on va étudier des textes anciens et tout ça. 3 ans d'études littéraires, les grands textes, les textes classiques et autres, que l'on qualifie de classiques, et 2 ans de philo, comme je vous le disais à la fin. Donc, c'est une formation recherchée et tout. Le problème, c'est que certains professeurs avaient une formation pas toujours compétente, Guy Rocher me le dira lui-même, et que dans certains cas, c'est ça, on confondait l'enseignement avec la formation religieuse. Hein? On espérait de... Alors, par exemple, il me dit, et ce qui était bien, c'est que c'était une société fermée en soi. C'était tous des pensionnaires, parce que les prêtres voulaient vraiment les former, contrôler, qu'ils aillent le moins possible chez les parents. Et ce qui était bien, par contre, c'est qu'il y avait des clubs naturalistes, il y avait des clubs de toutes sortes. Et il me dit, pour vous donner une idée de l'espèce d'atmosphère dans laquelle ils étaient formés, club naturaliste, alors on parle de la nature et tout, puis là, il y a un plus vieux qui se met à faire une présentation sur, j'imagine, la végétation, les arbres, et là, il se met à parler de la théorie de l'évolution. Et celui qui préside le club, qui n'est pas un père, qui est un laïc, si vous voulez, mais très, très bien ancré dans l'institution, se met à faire une colère parce qu'il dit que la théorie de l'évolution, ça contredit, bien sûr, les écrits de la Bible. Hein? L'homme n'est pas issu du singe, c'est une insulte totale. Et puis là, il se met à débattre avec le plus vieux. Puis là, d'autres étudiants disent, oui, non, mais attention, il y a quand même une évolution biologique. Il commence à voir. Et là, le jeune Guy Rocher réalise, ah, OK, la théorie de l'évolution existe. Tu n'étais pas au courant de ça. Alors, ça vous donne une idée, parce que là, l'Église, et là, il va y avoir des pères, parce qu'il y a des bons rapports avec certains pères qui sont plus intellectuels, qui ont une approche, je dirais, moins dogmatique. Ils disent, oui, bon, là-dessus, on est en train de réfléchir puis de voir comment tenir compte des progrès de la science par rapport à nos croyances. Mais, dans le fond, et puis pour clore un petit peu sur les collèges classiques, on a l'impression quand même que ça servait, les collèges classiques, à recruter des futurs prêtres. Mm-hmm. Et Guy Rocher, on peut le lire dans le livre, n'y échappe pas. Il va s'essayer à devenir, pas prêtre, mais frère, en tout cas, ouais, pendant à peu près 1 an. Je pense est-ce que c'était dominicain? Oui. Et puis, puis c'est drôle parce que tous les gens, beaucoup de ces grands sociologues et professeurs en sciences humaines qu'on a eu plus tard dans l'histoire du Québec, se sont essayés à un moment donné et ont abandonné après un certain temps. Et ça, dans l'histoire de Guy Rocher, moi, j'étais surpris d'apprendre ça, oui, qu'il a tenté, il était tourmenté. Je pense est-ce qu'il a été jusqu'au vœu, puis ça n'a pas passé? Je me souviens plus exactement. Bon, je vais vous raconter. Premièrement, l'intérêt d'une biographie. J'ai déjà eu un débat avec quelqu'un d'autre lorsque j'avais publié la biographie de Parisot. Je crois que c'était après le tome 1. Un autre auteur disait « C'est pas possible d'écrire une biographie sur un personnage vivant parce que, comme le personnage est vivant, on ne veut pas lui déplaire. Et puis donc, on va écrire un ouvrage incomplet ou qui sera à l'image de ce que la personne veut bien léguer comme héritage. » Et moi, j'avais eu la discussion avec cette personne-là en lui disant « Je ne suis pas d'accord. Premièrement, c'est sûr que l'historien écrit sur du mort. Hein? L'historien écrit sur des gens qui sont dans des cimetières. Mais le journaliste, lui, écrit sur des gens qui sont bien vivants. Il les confronte constamment et ça ne lui empêche pas de faire son travail. Alors moi, journaliste, je me disais, pourquoi on devrait
toujours attendre que la personne décède pour écrire. C'est sûr qu'il y a de l'information avec le temps qui peut s'ajouter. Moi, je ne nie pas ça. Mais j'ai dit, quand le personnage est vivant, c'est intéressant parce qu'on peut aller cueillir le témoignage et ensuite, on peut confronter, aller chercher d'autres versions et on peut revenir devant le sujet d'étude et lui soumettre des choses. Alors, l'important, c'est qu'on ne doit pas être prisonnier de sa seule version. Et ça, moi, c'est le journaliste en moi qui me disait, je dois garder une forme d'indépendance. D'ailleurs, cette biographie est une biographie non autorisée. Hein? La nuance étant qu'il a collaboré, M. Guiracher. Alors, vous l'avez confronté là-dessus? Oui, moi, je lui ai bien expliqué quelle est ma démarche. Le non autorisé, c'est de dire, M. Rocher, je vous demande cependant de collaborer. Donnez-moi accès à vos archives, mais librement, là, vous ne contrôlez pas les archives, et puis donnez-moi accès à votre personne. On a eu 40 rencontres ensemble. Mais j'ai dit, moi, quand je vais écrire, puis je vais rencontrer des gens, je ne vous demande pas permission pour rencontrer des gens. Je les rencontre. Je ne vous préviens même pas. Sauf des gens que je ne connais pas, puis je vous demande de votre aide. Et quand le manuscrit est écrit, je ne vous donne pas le brouillon pour que vous puissiez le corriger. Hein? Pas un travail d'école, ça, là. Parce que moi, je ne veux pas qu'il censure. Donc, quand le livre est imprimé, je lui remets, quand même par courtoisie avant tout le monde. Hein? Je lui donne 2 semaines avant tout le monde. Je dis, prenez le temps de le lire, parce que là, il va y avoir des gens qui vont vous poser des questions. Comme ça, je me garde une indépendance. Pourquoi? Moi, je suis un journaliste de formation. Je sais très bien qu'à n'importe qui d'entre vous, je vous demande votre vie. Vous allez me raconter votre vie, mais il y a des moments où vous allez en parler beaucoup moins parce qu'il y a des périodes que vous êtes un petit peu gêné, peut-être. Et il y a d'autres périodes où vous allez être très, ça va. Vous allez être généreux parce que pour vous, c'est des bons coups. Mais ça, tout le monde est comme ça. Tout le monde veut présenter sa vie de façon un peu positive. Alors, l'intérêt d'un biographe, c'est pas de juger de quelqu'un, c'est d'essayer de la présenter avec ses faiblesses, ses zones de vulnérabilité, parce qu'on a tous des craintes à l'intérieur, on a tous des hésitations. C'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on se reconnaît. Quand c'est pas un personnage d'Hollywood, on se reconnaît, on voit. Et Guy Rocher, lui, ben, il n'a jamais eu peur de la religion. C'était un croyant, petit garçon, il allait à la messe, il n'y avait pas de problème avec ça. D'autres trouvaient ça un peu lourd et tout. Lui, ça allait bien. Il était servant de messe, vous savez. Les pères devaient faire la messe à tous les jours dans un petit hôtel, c'est une petite pièce. Donc, dans les collèges, il y avait une petite pièce. Tous les matins, ils devaient faire leur messe avec un assistant, le petit garçon qui donne l'eau, qui donne, les serviettes et tout, servant de messe. Alors, les pères choisissaient toujours le petit garçon qui était le plus tranquille, ou en tout cas, alors lui faisait ça, mais il aimait bien ça. Mais à un moment donné, bien sûr, il y a des formations, il y a des retraites pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Puis là, on fait venir des pères, puis des gens qui ont le sens du discours pour essayer de les amener à dire, pensez à donner votre vie à Dieu. Hein? Vous pouvez être un prêtre, il y a un rôle social. Alors, on incitait beaucoup des jeunes. Et Guy Rocher, comme ça, assiste à une retraite avec un personnage qui est très... un grand orateur qui l'impressionne, puis il va lui dire, Guy Rocher, vous êtes prêt, je pense que vous allez être un bon prêtre, c'est évident. Alors, il se laisse un peu influencer comme ça, et il décide... Il dit, oui, mais moi, j'aime l'action. Donc, pas juste un prêtre à la messe, il faudrait que je sois un prêcheur. Puis donc, chez les dominicains, on peut faire des missions à l'étranger, on peut faire... Alors ça l'intéressait. Mais ça, il ne m'a jamais raconté ça, moi, dans les entrevues que j'ai faites. Il n'en a pas parlé. À un moment donné, quand je fais sortir, il a dirigé un journal étudiant, je fais sortir, je m'en vais aux archives du Collège Assomption, je regarde les vieux numéros. Puis là, à un moment donné, il y a une page sur ce que je veux devenir plus tard ou ce que je vais devenir plus tard. Et là, on voit la liste du 103e cours, parce que c'était les étudiants de la 103e année. Alors, comme ici, je ne sais pas, ça fait combien d'années? Plus de 25 ans, plus de 40 ans, hein, 67? Bon, alors, c'était les étudiants du 103e cours. Puis là, vous aviez la mosaïque, 103. Bon. Et là, on voyait, je regarde la liste. Guy Rocher, dominicain, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je commence à faire des recherches et tout, et il ne m'en a pas parlé, parce que ça a duré 3 mois, et il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Mais pourquoi il ne m'en a pas parlé? Je présume que pour lui, c'est un choix qui n'avait pas abouti, il ne voulait pas insister,
Aujourd'hui, il faut bien voir que Guy Rocher se positionne en disant que la religion doit avoir sa place, c'est-à-dire dans les églises, mais pas nulle part. C'est un tenant de la laïcité, hein, partout et tout ça. Donc, est-ce qu'il n'a pas voulu ne pas insister sur un aspect pour ne pas créer de la confusion? Enfin, les motifs, je ne cherche pas à les inventer ou à faire de l'interprétation. Mais le biographe, quand il fait son travail sérieusement, va chercher ça. Et là, je l'ai questionné. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes allé là? Avez-vous fait les vœux? Il a fait les vœux. Les vœux, c'est quelque chose. Là. Ils se mettent à plat ventre, en croix, à terre, puis ils font des vœux de se soumettre à Dieu, etc. On fait on rase le dessus de la tête, on met la soutane. Et pendant des mois, il fait ça. Mais là, le midi, il mange en silence, puis c'est végétarien, il est en avance sur les autres, les dominicains. Mais lui, il a de la misère. Fait qu'il y a des problèmes d'estomac, problèmes de santé. Et là, ce qu'il me dit, c'est que mon corps me dit que ce n'était pas le bon endroit parce qu'il n'était pas capable d'accepter la nourriture. Il faisait de l'angoisse et ça a duré 3-4 mois. Puis là, il a dit au frère, écoutez, je pense que c'est pas pour vous parce qu'il sentait qu'il n'y avait plus de liberté. Il n'y avait plus de capacité de liberté. Donc, il est sorti de tout ça. Mais ce moment-là est intéressant parce que ça nous révèle sa proximité, l'intérêt qu'il avait pour la religion. Il l'a essayé, il a bien vu que ce n'était pas fait pour lui. Donc là, il devait se redéfinir un autre projet de vie parce qu'il se cherchait, là. Exactement. Et dans ce cadre-là, ce que ça nous dit, dans le fond, c'est qu'il vivait dans une société catholique où, des fois, on avait presque pas le choix, c'était soit qu'on faisait ça ou qu'on faisait d'autres choses, mais il va trouver un moyen d'allier catholicisme et action sociale dans ce qu'on appelait à l'époque les jeunesses étudiantes catholiques. Il y avait aussi les jeunesses ouvrières catholiques. Il y avait, je pense, un certain Michel Chartrand, syndicaliste, qui était là-dedans. Je vais vous faire parler de cette période-là. Donc, c'est une période de bénévolat, d'engagement social, mais dans un contexte catholique. Un truc qui est intéressant aussi que j'ai remarqué dans les JEC, c'est qu'ils vont mélanger à un moment donné les garçons et les filles, ce qui est scandaleux pour l'époque. Et donc, déjà, il va faire ça pendant plusieurs années. On voit un changement par rapport à devenir prêtre puis ce qui va se passer dans les jeunesses étudiantes catholiques par la suite. Il passe à une autre étape. Bon. Je vous rappelle qu'il est tout près de votre âge à cette période-là. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Alors, il a pensé qu'il pouvait aller en religion. Il s'est aperçu que non. Dans sa famille, beaucoup d'avocats. Il va s'inscrire en droit, parce que comme il y a des bonnes études, il a accès à l'université. Il va s'inscrire en droit à l'Université de Montréal. Il va faire 2 sessions. Il va s'apercevoir que ce n'est pas ça du tout. Parce que Guy Rocher, vous voyez, le choix d'aller chez les Dominicains, c'est missionnaire, une mission, faire quelque chose pour les autres, faire quelque chose pour la société. Il ne sait pas comment définir ça, mais c'est ce qui le guide. Et le droit, il s'aperçoit que changer la société avec le droit, à l'époque, surtout la façon dont c'est enseigné, essentiellement, l'avocat qu'il suit, parce qu'il doit faire un peu de stage en même temps dès la première année, essentiellement, les dossiers, c'est des dossiers d'accident de voiture, puis là, il faut qu'il monte le dossier, puis on défend le client contre un autre pour avoir de l'argent et tout. Il trouve ça assez court comme vision sur comment changer une société. Bon, il abandonne le droit. Et là, s'offre à lui l'engagement dans la JEC, les jeunesses étudiantes catholiques. Il va devenir président de la JEC de Montréal. Il avait déjà été membre de la JEC quand il était au collège. Et ça, il faut vous raconter, c'est qu'évidemment, l'Église catholique est dominante dans bien des pays du monde à la fin, au début du 20e siècle. Mais il y a un concurrent important au catholicisme en Europe, même d'une certaine façon en Amérique, c'est le marxisme. Marx, ses écrits et tout, et le communisme. Et l'Église voit bien que, il y a plusieurs, parce qu'à l'époque, les ouvriers, c'est l'essentiel. Les gens travaillent dans des industries, c'est du travail dur, donc ce sont des ouvriers. Et le marxiste peut exercer un attrait, le communisme. Alors l'Église ne veut pas perdre trop de ses membres de l'Église catholique. Et des papes ont dit, il faut trouver une façon d'aller chercher la société autrement que par la messe et tout ça, les cours classiques, parce qu'il semble qu'on a un problème. Et là, on décide de former dans la société des groupes spécialisés. Qui de mieux qu'un ouvrier dans une usine pour parler de l'Église qu'un autre ouvrier?
Donc, on va créer les jeunesses ouvrières catholiques. Donc, les jeunes dans les usines vont être membres de la JOC et on va leur donner une forme d'autonomie. Le prêtre, il y a toujours un prêtre qui va surveiller, mais on va leur donner une forme d'autonomie, puis d'enseigner, de parler de la religion, mais de façon originale par rapport à leur réalité. Les étudiants, jeunesse étudiante catholique. Ah, c'est comme ça que, et là, on s'aperçoit qu'il y a une forme d'autonomie, il y a une forme de liberté qui est donnée à ces groupes. Et quand vous êtes un jeune de votre âge dans le Québec de ces années-là, les années 30, les années 40, même jusque dans les années 50, il n'y a pas grand-chose à faire. Le sport n'est pas développé, le hockey dans la rue. Pour les jeunes filles, très, très peu d'activités, autre que de s'occuper de la famille. Et pour les garçons, donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvements sociaux. Enfin, il n'y en a pas. Alors, la JEC va être surtout présente dans les cours collège classique. Donc, vous voyez que c'est quand même assez d'un élitisme. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Savez-vous quel est le pourcentage de jeunes garçons qui allaient dans les cours classiques à l'époque? 5 %. Des fois, on atteignait 8 %. Alors, c'est très limité, là. Hein? Et quand on parle des cours classiques, c'était bien, oui, mais c'était une poignée de jeunes garçons qui avaient accès à cet enseignement, ce qui faisait qu'on en avait très, très peu qui se rendaient à l'université. Mais donc, la JEC ouvre une porte de fraîcheur, et la JEC dit quoi? Ah là, l'Église, puis le chapelet en famille, puis tout ça, c'est trop protocolaire. La vision de l'Église catholique, c'est on cherche à faire une bonne vie, puis on va au ciel. C'est individualiste. Il faut penser, quand on est des catholiques, à s'occuper de notre milieu, de notre quartier. Donc, la JEC, dans les collèges, disent, on n'a pas de journal étudiant, on se forme un journal étudiant. Une coop, on n'en a pas, on en fait une. Les surveillants dans le cours d'école, là, on est rendu vieux. On veut qu'il n'y ait plus de surveillants dans le cours d'école. Et il y a des camps d'été, il y a des activités, il y a de la formation. Donc, il y a vraiment un dynamisme. Et ça, Guy Rocher aime ça. Alors, quand il a fini ses études, il se cherche un peu, puis on lui offre un poste de direction à la JEC, il embarque et il devient président de Montréal, qui est un énorme chapitre par la population. Et ensuite devient président national, président du Canada, en fait, parce que la GEC était surtout chez les, je dis francophones, chez les catholiques. Catholiques francophones, c'était la même chose. Donc, président, si vous voulez, canadien de la GEC. Et là, évidemment, c'est pas payé. Alors, sa mère est un peu inquiète, mais lui trouve là-dedans une réponse à son goût de vouloir aider les siens, agir. Et la méthode d'action, c'est voir, juger, agir. C'est l'espèce de slogan. Alors, voir, tout d'abord, on s'ouvre sur notre société. On regarde notre environnement, on regarde nos amis, la cour, la classe dans laquelle on est. On s'ouvre sur les gens autour de nous. On arrête de se regarder. C'est ça, voir. Juger, c'est comment est la petite société qu'on regarde, notre groupe, est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Est-ce qu'il y a des injustices? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? C'est ça, le juger. C'est de faire une analyse, puis d'essayer de voir comment on peut corriger. Et l'agir, c'est de corriger, c'est de poser des actions pour changer les choses. Et ça, pour lui, c'est mobilisateur. Et ces jeunes-là poussent dans l'Église catholique. Et vous le disiez avec justesse, c'est mix, gars et garçons. Donc, la centrale de GEC à Montréal, gars et garçons dans le même local, Alors, les curés n'aiment pas ça, les prêtres n'aiment pas ça, parce que ça n'existe pas, la mixité à l'époque. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui vont se former. Guy Rocher, son épouse, sa première épouse, va la rencontrer là. Donc, ça, il y a un dynamisme, il y a un vent de fraîcheur, en tout cas limité, mais qui est ouvert à lui. Et donc, cet engagement social-là, il va faire, à un moment donné, dans l'après-guerre, Guy Rocher, un voyage en Europe qui va lui ouvrir des horizons intellectuels, qui va aussi lui faire découvrir, justement, de front, je pense que c'était en Tchécoslovaquie, à Prague, va lui faire découvrir le communisme, Et je passe vite un petit peu parce que c'est un voyage qui est formateur, mais je voulais passer à l'étape suivante quand même, vu qu'on va peut-être manquer de temps pour revenir sur cette étape-là. Mais les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Ce voyage-là est très formateur et petit à petit, il va être amené de l'action sociale dans les JEC vers la sociologie. Donc, il va entreprendre... je pense que c'est fin des années 40, début des années 50, des études à l'université... En 1947, il s'inscrit à l'Université Laval, oui. Oui.
Donc, à l'époque, par exemple, on pouvait pas c'était pas vraiment de la sociologie au départ. Oui, ça c'est drôle. C'était sociologie et morale sociale. Vous voyez, on collait parce que le père Georges-Henri Lévesque, qui est un dominicain, avait fondé l'école de... Enfin, au début, c'était l'école de sciences sociales à l'Université Laval, qui est devenue la faculté de sciences sociales. Le père Lévesque était quand même un progressiste, voulait que on apprenne les sciences humaines, mais avec un cadre un peu quand même scientifique. C'est pas uniquement d'apprendre l'histoire de l'Église, puis on ne fait pas uniquement du prosélytisme religieux. Alors, il tenait quand même à ça. D'ailleurs, ça l'amenait, il y avait des évêques, des monseigneurs qui n'envoyaient pas leurs jeunes à l'Université Laval parce qu'ils disaient, c'est une école, là, ça va enseigner la révolte et puis le communisme, puis c'est dangereux. Donc, c'était un peu la réputation de la faculté des sciences sociales. Et pour ne pas dire la réputation de la sociologie en tant que discipline à l'époque aussi. Oui, la sociologie faisait peur, donc il avait ajouté morale sociale, et c'est le père Lévesque qui donnait le cours de morale sociale. Donc, Guy Rocher me disait que c'était quand même un cours très ouvert, très intéressant sur notre société. Pas trop prêcheur. Et donc, oui, parce que le père Lévesque, vous savez, Guy Rocher, quand il va faire 2-3 ans à la GEC, sa mère est inquiète. Elle dit, écoute, tu devais faire des études en droit. À un moment donné, tu me dis que tu voulais être un dominicain. Ça, elle avait fait une crise de larmes. Elle ne voulait pas qu'il le soit. Mais là, il faut retourner en droit. Oui, mais le droit ne m'intéresse pas, maman. Bon, alors sa mère s'inquiète. Elle dit, oui, c'est bien beau la GEC, là, mais il n'y a pas de revenus. Tu es rendu à 23, 24 ans. Bon, il faut. Qu'est-ce que tu vas faire de la vie? Et pendant ces rencontres de la GEC, il va rencontrer le père Georges-Henri Lévesque à l'Université Laval, dans des rencontres qu'il faisait, parce que c'était intéressant, la GEC. Ça lui permettait d'avoir des rencontres avec les leaders de la société. Et il jase avec le père Lévesque. Il lui fait part de... Il veut se trouver une voie, puis il y a de la difficulté. Il veut aider sa société. Et là, le père Lévesque lui dit, bien, mon cher jeune homme, si vous voulez comprendre la société, il faut être sociologue. La sociologie, c'est ça, comprendre sa société. Alors, moi, je pense que ce serait un bon choix. Alors, là, le père Lévesque a eu un rôle d'aiguilleur, en fait. Et n'oubliez pas que pour Guy Rocher, il cherche toujours un père de substitution. Hein? Alors, pour lui, le père Lévesque est un personnage intéressant, stimulant. Il y a beaucoup de la façon de s'exprimer, il est spectaculaire, il est clair. Donc, grâce au père Lévesque, il fait sociologie. Et il va faire 3 ans. Et le goût de l'action sociale. Hein? Il y a une grève en 1949. Vous avez peut-être étudié ou vous allez éventuellement l'étudier, mais la grève de l'amiante en 1949 au Québec, les travailleurs de l'amiante, on parle de milliers de travailleurs, des conditions de travail pitoyables qui font grève. Et le gouvernement Duplessis dit non, parce que le gouvernement préfère faire une alliance avec les grandes entreprises américaines. On ne veut pas trop qu'on modifie les conditions et tout. Mais tous les progressistes dans la société québécoise, et même une partie de l'Église, parce que l'Église va faire des collectes pour les grévistes. Alors, même l'Église dit qu'il faut les aider un peu. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, le syndicat était catholique. Ah oui, bien ça, évidemment, toute organisation. C'est inimaginable aujourd'hui. Oui. Toute organisation était catholique. Le tiraillement, tout ce dont on parle, le tiraillement lors de la grève de l'amiante avec le syndicat, se fait à l'intérieur des catholiques entre les progressistes qui sont dans le syndicat et les plus conservateurs qui sont du côté du gouvernement Duplessis. Mais moi, ce que j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, c'est que dans sa carrière, Rocher, au moment où la grève de l'amiante arrive, il va se ranger du côté des travailleurs de l'amiante, mais lorsqu'ensuite il va vouloir poursuivre sa carrière puis avoir un poste de professeur à l'Université Laval, c'est une position qui va lui nuire. Oui, parce que pour un geste simple, des étudiants de l'Université de Montréal avaient fait une collecte pour les grévistes. Ils avaient ramassé 200 quelques dollars et tout. À l'époque, c'est quand même plus qu'aujourd'hui, là. Ils étaient allés mener ça à Asbestos. Puis là, les grévistes puis le syndicat leur avaient fait une parade. Hein? Les étudiants arrivaient puis, avec des banderoles, puis ils avaient fait un événement. Et Guy Rocher, jeune sociologue, voit ça, puis il dit hey, il faut les aider. Nous autres aussi, à l'Université Laval, on va faire une collecte. Alors, avec 2 autres étudiants, un en médecine, puis un autre, décide de faire une collecte. Et il ramasse même un peu plus que l'Université de Montréal. Je pense que c'était 280 $, quelque chose comme ça. Et là, on sait, ça circule, que les étudiants ont fait la collecte. Le recteur de l'Université Laval, à l'époque, c'est pas un laïc, hein? C'est un monseigneur. Ce sont des universités catholiques. Alors, le monseigneur Vendry apprend ça,
fait venir Guy Rocher avec le deuxième étudiant. Le troisième n'était pas là. Puis il leur dit, non, là, vous n'allez pas à Asbestos mener ça, là, parce que ça va faire du bruit. Maurice Duplessis, le premier ministre, est contre cette grève-là. Il va nous couper nos fonds, parce qu'à l'époque, les fonds étaient directs. Hein? Il n'y avait pas, c'était... Et puis, c'était le premier ministre qui pouvait décider, on dépose l'enveloppe ou on ne le dépose pas. Il n'y avait pas de programme normé. Alors, vous imaginez comment ça laissait place à la manipulation politique. On revient à ça un peu en Ontario maintenant avec Doug Ford. Oui. Alors, finalement, Gérard Pelletier, qui est un ami de Guy Rocher, qui l'a connu dans la JEC, est journaliste au Devoir. Il apprend ça, fait une série d'articles, et finalement, le Monseigneur, qui est recteur, ne met pas à la porte Guy Rocher ni l'autre étudiant, mais il dit, arrangez-vous avec l'argent, là, pour pas que vous ne pourrez pas y aller. Mais ils ont versé, mais ça va revenir ça va revenir plus tard. Il va se faire priver d'un poste à l'Université Laval. Le père l'évêque, lui, défend toujours Guy Rocher. Et le recteur n'a pas aimé son comportement. Il lui en veut beaucoup. Il a menacé de l'expulser. Et finalement, il ne le fait pas parce que le Devoir fait des articles et tout, on ne le fait pas. Et le père l'évêque dit, bon, vous avez terminé votre... en 3 ans, à l'époque, on faisait le bac et un mémoire de maîtrise. Bon, il dit, vous pourriez faire un doctorat parce que finalement, Rocher aime tellement ça qu'il dit, je vais enseigner, je vais être prof de sociologie. Attendez, à l'époque, on faisait en 3 ans un bac et un mémoire de maîtrise? Oui, exactement. C'est quand même formidable, ça. 47 à 50, oui. Ensuite, on a ajouté 1 an au bac et tout, puis la maîtrise, mais à l'époque, c'était comme ça. Pardon. Et alors là, le père l'évêque lui dit, bon, tu pourrais faire un doctorat, probablement en Europe, ça coûte un peu d'argent. Pour t'aider, on va te permettre pendant 1 an d'être assistant professeur. Alors, Guy Rocher est bien content parce que même s'il est de famille bourgeoise, il n'a quand même pas énormément d'argent pour des études à l'étranger. Puis, je vous rappelle qu'il a fait 3 ans dans la JEC, il n'a pas monté son compte en banque pendant ce temps-là. Il n'a pas engraissé beaucoup. Et... mais là, le recteur dit non, le jeune Rocher, je ne le veux pas comme assistant professeur. Après ce qu'il a fait, là, je n'irai sûrement pas l'encourager pour être professeur. Refus du recteur suite à son engagement pour aider les grévistes. Et là, donc, il doit aller s'inscrire à son doctorat tout de suite. Mais ça, c'est au printemps qu'on lui annonce ça. C'est comme aujourd'hui, il devait s'inscrire à l'université en mars. Et là, le père l'évêque dit, bon, tu pourrais... Il voulait aller en Europe, mais on est en 50. Ça fait pas longtemps que la guerre est terminée, 45. L'Europe est encore dévastée, les universités sont désorganisées. Donc, il pense plus aux États-Unis. Il y a Chicago, puis finalement, Harvard, il y a un professeur qui aime beaucoup, Talcott Parsons, qui est un grand sociologue. Mais là, il est en retard pour l'inscription. Alors, le père l'évêque dit, je vais rédiger une lettre pour Talcott Parsons. Rédige une lettre, lui envoie ça, pas de réponse. Et finalement, il se rend lui-même en train, la nuit, en septembre, alors que le début des cours va commencer, avec, encore une fois, la lettre manuscrite du père l'évêque. Et finalement, Talcott Parsons accepte cet étudiant étranger canadien en retard, parce qu'il a un bon dossier scolaire et tout, et il réussit à s'inscrire à Harvard. Mais vous voyez, là, le refus du recteur l'a amené dans une situation problématique. Mais là, il veut devenir professeur. Et le père l'évêque lui dit, écoute, à l'époque, c'est 2 années de cours. Ensuite, on faisait la thèse. Et dans 2 ans, le recteur ne sera plus là parce qu'il a fait ses 2 mandats. Donc, ce sera un autre recteur, un autre monseigneur, puis tu vas pouvoir revenir être professeur à temps plein. Mais donc, il est parti faire son doctorat en attendant ça à Harvard, où il va retrouver Talcott Parsons. Talcott Parsons, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un géant du 20e siècle en sociologie, qui a parti la sociologie fonctionnaliste. Aussi, Parsons est à la tête, est venu un peu au même moment de ce qu'on a appelé l'école de Columbia aux États-Unis, qui est l'école où on va développer les méthodes quantitatives. Très important. Parce que l'école de Chicago, dans les années 20, avait développé les méthodes qualitatives et l'école de Columbia et Talcott Parsons, sociologue américain, va développer les méthodes quantitatives. Donc, les cours de méthodes quantitatives qu'on suit maintenant viennent un peu de cette période-là. Et donc, Guy Rocher se retrouve dans un milieu intellectuel, probablement le milieu le plus riche intellectuellement qu'il a jamais vu, et ça va le stimuler énormément. Oui.
Mais je veux juste terminer rapidement, c'est que le fameux recteur, finalement, parce que c'était l'anniversaire de l'Université Laval, le 100e, on a prolongé un 3e mandat. Alors là, il dit, je ne pourrais pas retourner. Et finalement, heureusement, le Père Lévesque va convaincre Monseigneur Vendry de dire, écoutez, la charité chrétienne, ça existe, là, il faut pardonner et tout, et ça va se résoudre. Mais c'est juste cet épisode-là vous démontre à quel point la mainmise d'une institution, dans ce cas-ci qui était catholique, et son pouvoir faisait qu'on pouvait sanctionner de façon importante un individu pour un petit geste, en fait, qui était une collecte pour aider des ouvriers. Et oui, alors, quand il se retrouve à Boston, ben, c'est une université laïque, ça, là. En plus, quand il y a des croyants, c'est surtout des protestants, très peu de catholiques. Et là, on lui donne des cours de sociologie, on lui donne des cours de psychologie, et là, il voit que on lui enseigne qu'il y a plusieurs modes de pensée, que la religion, même à la limite, est liée à la culture, à des traditions, bon. Et là, il dit, ma foi est un peu confrontée. Il ne perd pas la foi à ce moment-là, mais il commence à se questionner, tout ça. Il sait déjà, cependant, il n'est plus naïf, il sait que l'Église, comme institution, avec ses évêques et tout, c'est une institution imparfaite. Ça, il le sait bien. Et le sociologue qui va devenir dit, c'est une institution. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça une Église que c'est différent d'un gouvernement ou de n'importe quelle autre organisation. C'est une institution humaine avec ses faiblesses. Et là, mais cependant, il apprend avec Parson, qu'il aime beaucoup, une sociologie. Et d'ailleurs, il va faire sa thèse de doctorat sur les relations entre l'Église catholique et l'État au 17e siècle, donc en Nouvelle-France. Donc, d'essayer d'évaluer d'où ça part, ça, la puissance de l'Église catholique par rapport à l'existence politique. Moi, en tant que sociologue des religions, ce que j'ai appris de votre livre, c'est que au départ, Rocher est un sociologue des religions. Il a fait son mémoire de maîtrise et sa thèse de doctorat sur le sujet. Alors moi, je suis tombé en bas de ma chaise parce qu'il est surtout connu pour avoir été un sociologue de l'éducation, sociologue du droit aussi. Je trouve même aujourd'hui scandaleux que sa thèse n'ait jamais été publiée. La question, je ne sais pas si vous lui avez demandé, est-ce qu'il ne voulait pas la publier, il n'a pas eu l'occasion de la publier, ou il veut plus qu'on parle qu'il a été sociologue des religions? Ou... Oui, non. C'est qu'il l'a bien sûr écrite en anglais parce que c'était Harvard, et il n'a pas pensé la publier par la suite. Il faut voir aussi que la remise de sa thèse à la fin, vous savez, les chemins ne sont jamais parfaits, il y a des difficultés, puis c'est l'intérêt de suivre un personnage dans le détail. Quand il termine sa thèse, il a travaillé 4 ans là-dessus, en même temps qu'il enseignait à l'Université Laval, donc il avait beaucoup de travail, puis là, il fondait sa famille, il a eu 4 enfants, 4 jeunes filles. Donc, c'était compliqué. Il remet sa thèse à distance. Il est au Québec, à Québec, puis il envoie ça à un directeur de thèse à Boston. Puis à un moment donné, lui revient un papier. Votre thèse n'est pas acceptée. Il y a des éléments à compléter. Alors là, scandale pour Guy Rocher, qui a travaillé pendant 4 ans, qui avait fait 2 années de cours là-bas. Que se passe-t-il? Et on avait oublié de lui dire un élément. C'est qu'à l'université Harvard, vous d'abord présentez votre projet de thèse. Vous le défendez, c'est un projet, donc un document peut-être 20-30 pages que vous défendez après 1 an, 2 ans devant un comité de professeurs, dont votre directeur de thèse. Une fois que le comité accepte votre projet, vous faites la thèse et vous n'avez pas à la défendre, alors qu'aujourd'hui, on défend la thèse à la fin devant les professeurs. C'est un professeur qui est un nouveau directeur de thèse qui va recevoir le document final. Mais le professeur qui reçoit le document final n'est pas le directeur de thèse de la première phase. Or, on ne lui a jamais dit, parce que comme il était à distance, la secrétaire ne lui a pas dit. Donc, lui, il envoyait toujours sa correspondance à Talcott Parson, qui était son directeur de thèse, mais il ne l'était plus. C'est un autre professeur. Donc, quand il dépose sa thèse, l'autre professeur reçoit le document, n'a pas eu pendant 3 ans, 4 ans de communication avec l'étudiant, est un peu en colère, puis dit non, il faut retravailler des choses. Donc, il a dû reprendre le train de nuit à ce moment-là pour être là tôt le matin, pour avoir une discussion très dure avec le professeur, mais il lui a expliqué qu'il y avait un problème administratif. Et il a refait des éléments de sa thèse
pendant 6 mois, puis il l'a déposé et tout. Donc, le dépôt de sa thèse a été un événement dramatique pour lui. Il a eu peur à un moment donné que ça ne fonctionne pas, mais tout ça s'est arrangé. Alors, je pense que c'est un concours de circonstances aussi qui explique que la thèse n'a pas été publiée, enfin, pas en français, en tout cas. Mais en fait, lorsqu'il revient, il va revenir de Harvard, finalement, il va être finalement, le père Lévesque va finalement convaincre Monseigneur Vendry, Ouais. Monseigneur Vendry de l'accepter comme professeur et il va officiellement devenir professeur à l'Université Laval. C'était en 1952. Et là, il entreprend de donner un cours d'introduction à la sociologie générale, cours que nous, ici au Cégep, on donne maintenant, peut-être pas du même niveau que Guy Rocher, et qui va devenir un cours, je dirais, presque célèbre ou mythique, non seulement pour bien des étudiants, mais qui va éventuellement, je pense, être son célèbre livre en 3 tomes, lui aussi, d'introduction générale à la sociologie. Ça va être ça. Ça va être ce cours-là qui va commencer. Parce qu'il n'y a pas de volume qui existe en français et tout. Donc, il se dit, je vais écrire un volume pour les étudiants, Introduction à la sociologie générale en 3 tomes. Et donc, à Laval, où il devient professeur début des années 50, c'est vraiment les débuts. C'est quand même incroyable quand on y pense, parce qu'il revient d'Harvard, où Harvard, vraiment, on a déjà des départements de sociologie bien construits, tout ça, des écoles de pensée. Même à Harvard, on a, le fonctionnalisme de Talcott Parsons, mais on a des marxistes puis des communistes aussi. Il va travailler brièvement avec les Russes, là. Mais là, il revient à l'Université Laval et c'est encore un peu, il y a encore un peu le cléricalisme et tout ça. Mais là, il y a une ouverture, puis il y a une mise en place qui se fait, mais on le voit dans le livre, ça se fait vraiment étape par étape. Ouais. Mais ce que je retiens, puis c'est important pour nous, puis au Cégep aussi, c'est qu'il est réputé comme enseignant. Il est réputé comme un grand vulgarisateur, un grand professeur. Et son cours d'introduction à la sociologie est tellement populaire que c'est pas seulement ceux qui sont en sociologie qui viennent le voir, il y a toutes sortes de monde qui viennent voir ce cours-là, mais il fait aussi un cours de psychologie sociale aussi. Oui, ce qui amène des étudiants en médecine d'ailleurs à aller assister à son cours. Et donc cette période-là à l'Université Laval est très foisonnante pour lui. Oui, et il faut quand même que je vous relate, l'Université Laval, je ne sais pas si certains ont vu le campus à Sainte-Foy, c'est un énorme campus, des grands bâtiments un peu industriels, là. Mais l'Université Laval de Guy Rocher, c'est pas ça, là. Elle est dans le Vieux-Québec, près du séminaire. C'est un petit immeuble de 2 étages. Sa promotion, je pense qu'ils sont 28 étudiants. Dans les classes, souvent, ils sont 7 ou 8. Donc, quelquefois, le professeur dit, bon, on va aller dans mon bureau. On va faire le cours dans mon bureau parce qu'ils sont 2, 3, 4, il y a des absences. Alors, c'est une petite institution avec peu de moyens. La bibliothèque, il va chercher parce qu'il dévore les livres. Il y a beaucoup de tablettes qui sont vides parce qu'on voulait des livres en français. Mais rappelez-vous, il est en 47, 48, 49 à Laval. Très peu de livres qui arrivent de la France parce qu'on est dans l'après-guerre, puis l'économie a été bouleversée. Donc, on a très peu d'ouvrages récents et des ouvrages en anglais, bien sûr, parce qu'il a quand même appris l'anglais de façon rapide au cours classique. Pas besoin de vous dire que quand il se ramasse à Harvard, la bibliothèque Widener, qui est immense, il y a 3 millions de livres, il est complètement, en québécois, on dirait flabbergasté. Là. Pour lui, c'est le paradis sur Terre et tout. Donc, il retourne dans une université qui est quand même de petite taille. Les monseigneurs sont encore au pouvoir. Pour son premier cours, juste avant, les professeurs, au début de la session, vont à la chapelle derrière et le recteur prononce avec eux un serment. C'est un serment antimoderniste où on promet de ne pas enseigner le communisme et de ne pas parler du transformisme, qui est une autre façon de dire la théorie de l'évolution. Donc, vous voyez que même dans le milieu universitaire, on doit s'assurer de respecter les enseignements de l'Église catholique. Alors, c'est dans cette université-là, et même quand il se rend à l'Université de Montréal 10 ans plus tard, il voit le même type de situation. Mais l'évolution commence parce qu'il est le premier professeur de sociologie laïque à l'Université Laval. Il remplace un père. Ensuite, dans les années qui suivent, il y a une école de service social. Encore une fois, le père s'en va.
Et là, on dit, il nous faudrait un laïc. Premier laïc à diriger l'École de service social. L'Université de Montréal tente de le recruter en 1959 en lui disant, on a besoin d'un nouveau directeur du département de sociologie à l'Université de Montréal. Il y a un frère, il nous faut un laïc. Premier laïc en 1960, donc, à diriger le département de sociologie de l'Université de Montréal. Alors, c'est l'homme qui parle aujourd'hui de la laïcité, l'a porté dans sa chair, parce qu'il faisait partie de cette première génération, dans son cas, de doctorants ayant été formés dans une université laïque. Et là, l'Église catholique aussi était un peu à bout de souffle, il faut le dire. Il ne se sentait plus capable de financer tous ses cours classiques, la formation des professeurs. Il commençait à y avoir une baisse des vocations. Les jeunes filles qui voulaient devenir des sœurs, les jeunes hommes voulaient devenir des prêtres, ça chutait déjà dans le milieu des années 50. Donc, l'Église catholique est en train de perdre sa puissance, son côté triomphant, et Guy Rocher arrive à cette époque-là. Comme vous l'avez dit, en 1960, il est recruté par Philippe Garrigue, un ancien militaire, très fonceur. Britannique. Il est littéralement volé, disons-le, au département à l'Université Laval pour être nommé directeur du département de sociologie de l'Université de Montréal. Et là, en fait, parce qu'il faut le dire, l'Université Laval et l'Université de Montréal, à l'époque, c'était des universités privées, donc c'était des concurrents. Catholiques. Et catholiques. Et donc, il se fait voler, il obtient des meilleures conditions de travail, il devient professeur titulaire. Mais là, tout est à construire. Et cette période-là est très foisonnante aussi pour Guy Rocher. Moi, c'est la période que je commence à reconnaître, parce que je commence à reconnaître des noms qui m'ont enseigné à l'Université de Montréal, puisque moi, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat à l'Université de Montréal. Et on commence à voir, puis il y a un événement qui va... il va y avoir beaucoup de choses qu'il va faire Guy Rocher d'administration qui n'aime pas là-dedans, mais il va y avoir un événement particulier, je pense, qui en dit long sur les changements rapides qui étaient opérés. C'est qu'on parle d'université catholique, mais sous son mandat, Guy Rocher va, pour la première fois de l'histoire au Québec, engager un sociologue athée, marxiste, dans une université catholique, et il s'appelle Marcel Rioux, qui a été mon professeur plus tard. Donc, il pose quand même, puis il n'était pas très marxiste, Guy Rocher, dans le fond. Non. Mais il va quand même, moi, je pense, par une grande ouverture d'esprit, pousser quand même la candidature de ce professeur-là. Puis, on a pour la première fois, je pense, dans une université, sous le directorat de Guy Rocher, les deux principaux courants en sociologie qui sont regroupés dans un département, c'est-à-dire le marxisme et le fonctionnalisme. Oui, non, c'est juste. Et il raconte comment, parce que là, on veut engager donc ce très bon professeur de sociologie, Rioux, qui est à l'Université d'Ottawa, mais des profs de l'Université Laval avaient essayé de l'avoir, mais les monseigneurs avaient dit non, lui, c'est un marxiste, danger. Alors là, on s'essaie du côté de l'Université de Montréal. Le recteur, qui est un monseigneur, dit « Ouais, mais n'oubliez pas, vous êtes dans une université catholique, Marcel Rioux, dangereux. Parlez-en au chancelier. » Chancelier, il est en haut du recteur. Qui est le chancelier? Ce n'est pas un monseigneur, c'est un cardinal, cardinal Léger. Donc, le cardinal Léger est un homme aussi qui, lui, on le sent bien, voit que son institution commence à manquer, en québécois, on dirait à manquer de gaz, là. Il y a un problème on sent que l'influence sur la société, on est peut-être rendu à la fin d'un cycle. Donc, il a une forme d'ouverture à accepter ce genre de scénario-là. Alors, il dit, d'accord, Marcel Rioux, mais je veux le rencontrer. Qu'il vienne à ma résidence, une résidence privée, le cardinal, tout près d'un lac et tout. Et il dit, je vais jaser avec lui. Alors, ce qui est drôle, et Marcel Rioux le raconte aussi dans ses mémoires, finalement, ils n'ont pas parlé du tout d'athéisme, de communisme, de laïcité. Ils ont parlé tous les deux de leur père et de leur mère, parce que les deux, leur mère venait des États-Unis. Ils sont revenus, c'était des Franco, ils sont revenus au Québec, et les pères avaient tous les deux propriétaires de magasins général. Donc, ils ont partagé plutôt une histoire familiale.
Et moi, je vois là-dedans le fait aussi que le cardinal voyait bien que commençait à être compliqué de s'opposer à des candidatures semblables parce que quelques semaines avant, Marcel Rioux faisait partie, assistait à une réunion d'un groupe qui prônait la laïcité, ce qui était, si vous reculez 10 ans avant... du mouvement laïque québécois qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. 10 ans avant, dans le Québec des années 50, si on avait fait ça, on était excommuniés. D'ailleurs, M. Trudel, l'historien à l'Université Laval, a perdu son poste suite à des implications dans le mouvement laïque. Alors, Rioux est accepté et finalement, il va quand même enseigner le marxisme beaucoup. Donc, ça vous donne encore une fois le contexte général et comment la société est en train de changer et de forcer des changements. Mais il ne réussit pas toujours. Trudeau, ça vous dit quelque chose? Hein? Premier ministre du Canada, son père, Pierre Elliott, était un professeur, enfin voulait être professeur, s'était impliqué dans la grève de l'amiante. Alors, les prêtres trouvaient que c'était un agitateur un peu. L'Université de Montréal avait essayé de l'avoir comme professeur de droit. Les prêtres avaient dit non. Alors, Rocher va dire avec le doyen, ça serait bon qu'on l'ait, Trudeau. On pourrait l'avoir en sciences politiques. Et puis, ça n'a pas été possible. Les prêtres ont dit non, Trudeau est un révolutionnaire, il est dangereux, on ne lui donne pas de poste. Alors, il ne réussissait pas partout. Alors, toute cette période-là, on peut le voir, de 55 à 63, là, ça se passe vite, hein, comme on dit. Ça s'accélère et c'est la fin du tome 2 qui va nous amener à un épisode important dans la vie de Guy Rocher qu'il a tout fait pour éviter, qui ne l'intéressait pas au départ. C'est la commission parents. Il ne voulait pas faire ça, il voulait faire ses cours. Laissez-moi tranquille, je veux faire mes cours, je veux faire... puis Dieu sait qu'il avait beaucoup de choses à faire, il voulait préparer son introduction générale à la sociologie. Mais on le force littéralement, et c'est le cas de le dire, on lui ordonne d'aller à la commission parents. Et c'est paradoxal quand on y pense aujourd'hui parce que ce sont des cardinaux, des prêtres, quelque part, qui lui ont ordonné d'aller là, ne sachant pas qu'est-ce que la commission parents était pour recommander en bout de ligne, c'est-à-dire la création du ministère de l'Éducation, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et finalement de mettre, disons-le entre guillemets, les clercs, les prêtres en dehors du système d'éducation jusqu'à un certain point. Oui, parce que là, on vous a parlé d'écoles classiques, d'écoles primaires, d'universités, mais il faut vous dire qu'il n'y en avait pas de ministère de l'Éducation. C'est un petit secrétariat de l'instruction publique. Il n'y avait même pas de ministre qui était responsable de ça. C'était un haut fonctionnaire. Et ce haut fonctionnaire ne se rapportait pas au premier ministre ou à des ministres. Il se rapportait aux évêques. Il y avait à l'époque 22 évêques qui formaient le comité et qui décidaient de la matière, des livres, d'engagement des professeurs. Bon, voilà. Donc, c'est un petit secrétariat de l'instruction publique. Et là, la commission parents, parce qu'il y a eu un grand coup de tonnerre là, en avril 60, Maurice Duplessis est mort un an plus tôt, et c'est le Parti libéral de Jean Lesage qui prend le pouvoir, avec des personnages très, très forts politiquement. René Lévesque, qui est un journaliste de Radio-Canada, qui est un personnage qui était reconnu par le public en raison de son travail, et Paul Gérin-Lajoie, qui était avocat d'ailleurs du regroupement des collèges classiques, les connaissait bien, qui devient ministre de la Jeunesse. On ne peut pas être ministre de l'Éducation, ça n'existe pas. Et ils ont promis, les libéraux, de créer une commission pour transformer le système d'éducation. Et peut-être, de créer un ministère, mais on ne veut pas trop faire peur à l'Église, puis même à des parents catholiques qui pourraient dire, attention, si on laisse ça aux politiciens, ils vont jouer dans la tête de nos enfants pour leur dire comment voter, puis ça va être terrible. Alors, il faut garder ça privé, l'enseignement. C'était un peu ça le débat de l'époque. Et là, on forme la commission parents, parce que le président de cette commission, c'est Parent, un monseigneur, qui était vice-recteur à l'Université Laval. Mais monseigneur Parent, qui a été choisi par des gens de Paul Gérin-Lajoie, était un réformiste. Parce que dans l'Église, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la GEC, il y a des gens plus progressistes, il y a des gens qui sont favorables à des réformes, il y en a d'autres qui ne veulent absolument pas. Alors, on met monseigneur Parent, dont on sait qu'il y a une ouverture d'esprit. Il voit bien les limites
de l'éducation. Il voit bien, lui, à l'université, que ceux qui arrivent du cours classique n'ont pas une formation tout à fait parfaite. Hein? On parlait du cours classique, il y a des commissions, des études, il y a des carences. Problème d'écriture, on nous dit que tous ces gens-là savaient écrire. C'est faux. Les rapports disent problème d'écriture, problème d'indépendance d'esprit, de capacité de raisonner et tout. On les a mis dans un moule. Donc, ils voient ça. Alors, il préside la commission parents. Et Guy Rocher est un sociologue, un des premiers, comme je vous disais, laïque et tout, et il va jouer un rôle. Mais là, Guy Rocher est face à ses convictions. Il a aimé le cours classique. Il n'en veut pas contre les curés. Bien sûr, il a vu les excès de l'Église avec Monseigneur Vendry qui lui empêche. Mais pour lui, le cours classique, ça a été un grand moment de sa vie. Ça l'a entouré à un moment où, familièrement, au niveau de sa vie familiale, il vivait des moments difficiles. Il a aimé des grands professeurs. Son nationalisme, on n'en a pas beaucoup parlé, mais son nationalisme québécois, sa volonté de dire les Québécois sont capables, à l'époque on disait des Canadiens français, d'avoir plus, d'être plus qu'une province, d'être un pays, tout ça lui vient du cours classique. Le père Plot était un nationaliste, et puis il disait il faut défendre notre langue et tout. C'était des thèmes très importants chez les jeunes à l'époque. Alors là, il a aimé le cours classique. Mais il se retrouve donc à la commission parents et le sociologue regarde l'ensemble de la société, voit où en est rendu le Québec, où en est l'économie, puis il voit bien qu'il y a un problème de formation et que si on ne change pas, le Québec risque, Jacques Parizeau disait, de manquer le 21e siècle. On risque de devenir une société impotente, dominée juste par des ouvriers. Encore une fois, les ouvriers, ce n'est pas un problème, mais si vos ouvriers sont mal formés, peu éduqués, incapables de s'adapter, vous avez un problème structurel. Et Rocher voit ça. Et avec d'autres, donc, vont proposer, dans un premier rapport, parce que le livre se termine au dépôt du premier rapport. Il y a eu 5 tomes, hein, ça s'est étendu. Et là, il dit, on va mettre c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, on va mettre les 22 évêques dehors. Il n'y en a plus d'évêques sur le comité catholique, là. Alors, c'est un ministre élu par la population, que la population pourra démettre s'il ne l'aime pas, et le ministre est imputable, aura des sous-ministres. On n'a pas été capable de contourner la question des religions à l'époque à cause de la Constitution canadienne, donc il y avait un sous-ministre protestant, sous-ministre catholique. Mais les livres, ce ne sont plus les évêques qui vont décider du contenu des livres. Donc, il y a un début important d'une laïcisation qui va amener, évidemment, une suite de réformes par la suite. Qui va amener carrément la Révolution tranquille, mais c'est ça, c'est un peu le cliffhanger du livre. On appelle ça un cliffhanger, les séries sur HBO qui nous laissent sur quelque chose de tellement excitant qu'on veut absolument lire le tome 2, mais il va falloir attendre je ne sais pas combien de temps. Je pense que c'est quand même avancé les recherches un peu là-dessus. On en a parlé hier. J'ai commencé à écrire. Là. Vous avez commencé il a commencé à écrire déjà, donc vous voyez, c'est une bonne stratégie de marketing. Le tome 1 n'est pas juste sorti, que déjà on prépare le tome 2, puis moi j'ai déjà hâte de le lire parce que en fait, c'est la naissance qu'on vient de voir. À la fin du livre, ce qu'on voit, c'est la naissance du Québec moderne, carrément, dans toutes ses institutions. Et c'est aussi la naissance d'une discipline qui est la mienne, qui est la sociologie, avec tous ces personnages que moi j'ai connus par la suite parce que j'étais à l'Université de Montréal. Donc pour moi, la lecture de ce livre-là, je dirais surtout la fin, commençait. Et donc j'ai très hâte de voir le tome 2. Comme vous le disiez, ça va être abordé dans le tome 2, mais il faut bien voir que je vais commencer à préparer la table en vous disant que celui qui avait aimé les cours classiques va s'apercevoir comme commissaire, parce qu'on va faire venir des études, on va faire témoigner les gens du petit secrétariat, on va faire témoigner des gens qui s'occupent de la formation des professeurs et tout. Il va bien réaliser que le cours classique est incapable de répondre aux besoins de formation de l'ensemble des Québécois, de ces garçons, et surtout des filles. Il y a une inéquité incroyable. Donc, il faut mettre sur pied, il le voit rapidement, une école secondaire publique, mixte. Ça, c'est déjà révolutionnaire, parce que des gens disaient on ne peut pas mettre des garçons et des filles dans la même classe, ça va être terrible, etc. Non. École secondaire publique, garçons et filles. Et là, on va dire, on ne peut pas maintenir le cours classique, mais il serait bien qu'on ait une espèce de second palier secondaire
où à la fois tu as une formation possible technique pour ceux qui veulent aller vers une voie technique et une formation générale pour bien préparer à l'université. L'invention du cégep. Le C de cégep, c'est collège d'ailleurs, hein? Parce que Daniel Johnson, qui était premier ministre, qui va accepter ce rapport, dit « gardez le mot collège ». Parce que les Québécois, finalement, le collège classique, ils aimaient bien ça. On va garder collège. C'est ça l'origine du mot collège, hein? C'est l'espèce de reliquat de notre passé. Et le cégep est une invention québécoise. Ça n'existe pas aux États-Unis, au Canada, en Europe. Il n'y a pas cette espèce. Donc, c'est une invention proprement québécoise. Et dès 67, ce cégep est un des premiers, c'est la première vague des cégeps, va se mettre en place. Et on va former des profs rapidement. Il nous manque de profs, secondaires et primaires. On va former des profs rapidement. En dedans d'un an, il y a une bousculade. Et ensuite, on va décider que les profs, ce ne sera plus des écoles. On appelait ça il y avait des écoles un peu distribuées un peu partout en région qui formaient des professeurs. Bien, ça va être maintenant les universités qui vont former les professeurs. Donc, le cégep, les cégeps deviennent, et l'intérêt aussi, c'est qu'on aurait pu dire, on va faire comme les universités, il y en a à quelques endroits, on va faire des gros cégeps. Non, cégeps régionaux, présence sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cégeps permettent au Québec d'avoir un très haut pourcentage de jeunes Québécois qui sont dans l'enseignement supérieur. Et on performe très bien par rapport au reste du Canada en raison de la présence des cégeps. L'autre élément important, c'est que les cégeps ont donné accès aux études supérieures ou aux études techniques, ce qui fait que, pas besoin de vous dire qu'à l'époque, quand le cours classique, c'était 5 à 8 % des étudiants, le taux de scolarité était très bas. Aujourd'hui, on a un taux de scolarité qui est équivalent, même supérieur dans certains domaines, à l'ensemble des pays industrialisés. Et grâce au cégep, vous avez une plateforme pour ceux qui décident d'aller à l'université. Vous avez une plateforme et c'est ce qui a amené, avec la présence des cégeps en région, et ensuite les universités, le réseau des universités du Québec, qui est aussi une retombée, si vous voulez, du rapport parent, a permis à des étudiants, des jeunes qui venaient de familles ouvrières ou personne dans la famille avait été à l'université, de devenir des diplômés de première génération. Le premier garçon, la première fille, premier jeune homme, première jeune fille dans une famille qui arrive avec un diplôme universitaire. Et là, on sait que ça casse un moule et que ça permet ensuite à la famille, son entourage, ça envoie premièrement un message très, très positif et ça donne accès ensuite à la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Alors que si les cégeps avaient été inexistants en région, les universités pas présentes, vous maintenez dans les grandes villes un haut taux de scolarité, mais vous ne l'avez pas dans les régions, puis là, il y a une inéquité. Et pour Guy Rocher, une des bases, un des piliers de la réforme, c'était la démocratisation de l'enseignement. S'assurer que tout le monde, de quelques milieux qui viennent, de milieux pauvres, de milieux où il y a moins d'éducation, ou de milieux bourgeois, tout le monde puisse avoir accès au même niveau. Et la progression la plus formidable, c'est fait chez les jeunes femmes. Le taux de scolarisation a monté. Et aujourd'hui, vous avez même plus de femmes que d'hommes dans les universités, ce qui était... On ne pouvait pas envisager ça à l'époque. Je vous ramène au cours de chimie alimentaire. Alors, c'est incroyable, cette progression, comment elle a amené le Québec, en peu de temps, à avoir un système d'éducation comparable à n'importe qui dans le monde, puis à avoir des gens qui performent dans tous les domaines. Comme dirait Durkheim, cela a permis l'ascension sociale. Oui. Et donc, je vais en profiter pour vous poser peut-être une dernière question parce qu'il nous reste que 5 minutes. On parle de ce système-là, justement, des cégeps, qui est très critiqué, hein, très souvent. Moi, je sais que... Moi, j'ai enseigné au niveau universitaire à l'extérieur du Québec, où on fait un secondaire 6, puis il n'y a pas de cégep, on passe directement à l'université. Je peux vous dire que les jeunes à l'extérieur du Québec sont beaucoup moins bien préparés à aller à l'université que ceux qui passent par les programmes du cégep. Notamment, ils n'ont suivi aucun cours de méthodologie. Ils sont pas prêts quand ils arrivent. Il faut la première année d'université ou les 2 premières années d'université dans les universités dans les autres provinces canadiennes équivaut au cégep. Le niveau des étudiants équivaut au cégep. Moi, quand je suis revenu ici, je trouvais même que le niveau des étudiants de cégep était supérieur au niveau des étudiants universitaires de première et deuxième année dans les universités à l'extérieur du Québec. Donc, ce que vous dites, c'est vrai.
à tous les points de vue. Mais pour revenir un peu peut-être sur l'histoire de l'époque, dans le cas de Guy Rocher, à l'époque du rapport parent, la question que je me posais, moi, est-ce que c'est dans le tome 1 ou le tome 2 où il se met à un moment donné à ne... Parce qu'au début là, du livre, Guy Rocher, c'est vraiment un dévot. Là. Hein? C'est un croyant. C'est un croyant, oui. mais croyant très dévotionnel. Là. Oui. Il y a croyant puis croyant. Oui. L'été, pendant les vacances, là, ils sont dans une résidence. Là, ben, il se lève le premier, puis il va marcher pendant 5 minutes. Au bout, il y a une maison avec des gens, puis il y a une petite chapelle, puis il va aider les servants de messe parce qu'il a le goût de faire ça. Puis là, il y a 11 ans, 9 ans, 10 ans. Ça vous donne une idée. Donc, pour lui, la religion n'est pas du tout répugnante. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va passer de ça à une personne aujourd'hui qui est très, très, très laïque. Est-ce que dans son parcours, on ne voit pas un peu le parcours historique de la société québécoise qui est passée d'une société catholique, donc à une société laïque, qu'on voit à travers, déjà le début, à travers par couche, là, son éloignement de l'Église se faire. Et que finalement, cette biographie-là, c'est presque une biographie, c'est une grande épopée, mais c'est presque une biographie de l'histoire de la société québécoise, de son passage d'une société catholique à une société laïque, quoi. La biographie est souvent un prétexte pour nous amener un éclairage plus large sur la société, nous aider à nous comprendre comme société. On le voit, hein, les questions religieuses reviennent en force, l'intégrisme, qu'est-ce qu'on fait avec la laïcité, le port des vêtements religieux, ça revient. Alors, il est intéressant de replonger des fois d'un passé pas très récent pour voir ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comment ils se comportaient, les combats que le Québec a menés, parce que cette laïcisation-là au Québec, elle s'est faite de façon... tranquille, hein? La Révolution tranquille, il y aurait pu y avoir des affrontements, il y aurait pu y avoir des morts, il y aurait pu y avoir des résistances, parce que quand une institution perd de son influence, aussi influente qu'elle l'a été, souvent il y a des conflits sociaux graves. Or, le Québec a pu faire cette transition-là paisiblement, rapidement. Il y a un aspect révolutionnaire là-dedans, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu un mort quand même, Pierre Laporte. Ah oui, non, mais là, on peut élargir, bien sûr, mais... alors, Guy Rocher, moi, je le trouve là-dessus très québécois, c'est-à-dire qu'il il s'est adapté et il a bougé dans le monde qu'il était. Et ça, j'apprécie ça des individus, parce qu'il y a des individus qui ne bougeront pas tout le long d'une vie pour un paquet de raisons. Lui a bougé idéologiquement au niveau de sa conception de la religion et il aurait pu être victime d'une propagande. Hein, puis non, il a réussi à garder son sens critique et par moments à prendre une distance à l'égard de tendances qui dominaient. Là. C'était pas évident de... Et puis, il a fait ça, il a évolué. C'est un homme charmant, hein, si vous avez l'occasion un jour de l'écouter ou de jaser avec lui. C'est un homme qui refuse les conflits. Alors, il vous écoute et tout, puis peu à peu s'installe une position qui peut être différente de la vôtre, mais il ne cherchera pas, à la différence de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, là, c'est tout de suite, voici ce que je suis, puis toi, je te suis plus, puis tu ne penses pas comme moi. Rocher est dans une approche sociale très, très, très différente. Il peut avoir ses opinions. C'est pour ça que c'est un grand professeur. Oui. Mais peut-être pour se laisser sur une note peut-être d'espoir aujourd'hui, Guy Rocher, toute sa vie, a pensé, et c'est ce que votre livre nous apprend, qu'il était pour mourir très jeune comme son père à l'âge de 40 ans. Oui. Et aujourd'hui, il en a 95. Oui. Bien, ça, c'est un beau message. Hein? Il y a 8 ans. Son père meurt 39 ans. Alors, c'est un drame. Et il apprend rapidement que son grand-père est mort à 36 ans, plus jeune que son propre père. Donc, il est convaincu avec son frère plus jeune qu'ils ne traverseront pas la quarantaine. Et il est tellement convaincu de ça que lorsqu'il se marie en 50, il prend une énorme police d'assurance-vie. Parce qu'il dit, je vais probablement mourir, puis si j'ai des enfants, je ne veux surtout pas mettre mes enfants dans le trouble ou mon épouse dans le trouble. Il prend une police d'assurance-vie très, très dispendieuse qui va même lui causer des problèmes parce qu'il va aller étudier, faire son doctorat, il manque de l'argent, il aurait bien aimé l'avoir, mais sa police lui en demande beaucoup. Donc, il est convaincu que la vie, il y a un mauvais sort, qu'il ne réussira pas à avoir une vie longue.
Et puis aujourd'hui, il a enterré ses amis. Oui, il a 95 il a enterré son épouse, il a enterré son frère. C'est l'homme qui vit plus longtemps que les autres et qui a fait une vie, dit-il, finalement heureuse. Et le livre se termine en 63, parce qu'en 63, il a un peu plus que 39 ans. Il vient de dépasser l'âge de son père. Bien, M. Duchesne, ça a été fort intéressant. Je vous remercie beaucoup aujourd'hui de nous avoir accordé du temps. Merci.